Bienvenue dans votre rubrique Focus sur Radio Mayuri. Notre invité est Monsieur Renato Decater. Bonjour. Oui, bonjour. Oui. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes chanteur, surtout chanteur des mécènes depuis plus d'une vingtaine d'années. Exactement, ouais. Je suis rentré dans les mécènes en 2004. Ben voilà, en 2024, ça me donne plus de 20 ans déjà. Ouais. Alors, beaucoup ignorent, Renato Decater, que vous avez commencé à chanter à l'âge de 12 ans, ce qui fait de vous quand même un chanteur très précoce. Oui, c'est vrai que ça n'a pas été de ma propre volonté, puisqu'en fait au début j'étais derrière la batterie, j'étais musicien. Et puis en intégrant le groupe GC9 Maripa à l'époque, c'était un remplacement comme ça, hein. Et c'est là que j'ai commencé à toucher à la batterie. Et je suis parti ensuite pour mon service militaire, qui était encore de rigueur à l'époque. Et à mon retour, c'est là que j'ai intégré le groupe Bagazouk, à laquelle j'ai commencé à faire mes premiers pas dans la chanson. Alors on va y revenir justement. Est-ce que le fait d'être musicien, ça donne un avantage quand on est chanteur? Ça permet peut-être d'être plus au fait et de pouvoir mieux poser sa voix? Absolument, absolument, puisqu'on a le rythme déjà en soi, et c'est vrai que quand on est musicien, c'est beaucoup plus facile, mine de rien, oui. C'est clair, c'est tout bénef. Alors, vous joueriez la batterie, est-ce que vous jouez d'autres instruments? Ouais, des petites choses encore, hein. Ça m'arrive aussi de pianoter, c'est comme ça que je compose d'ailleurs. Et bah, je touche un peu de tout ce qui est percussion, quoi. Mais sinon, au niveau du piano, donc je l'ai appris de moi-même, hein. C'est à l'oreille que je le joue, c'est comme ça que j'arrive à faire mes petites compositions, qui sont devenues de grandes chansons, mine de rien. Absolument. Alors, vous allez rejoindre en 1992, qui nous rajeunit pas, hein, le groupe Bagazouk, mené à l'époque par les frères Simonard. Exactement. C'était un groupe de famille. Et c'est là que j'ai touché à mon premier micro. Et depuis, je ne me suis jamais débarrassé. Voilà. Et puis un peu quelques années plus tard, longtemps plus tard, puisqu'on est en 2001, vous allez intégrer le groupe Excellence. Parlez-nous un petit peu de ce groupe. Bah, ce groupe-là, il portait bien son nom, parce que c'était vraiment un groupe très excellent d'ailleurs. Et c'est là que j'ai vu que j'étais pas encore à la hauteur, donc il a fallu quand même m'accrocher. Et mine de rien, ce qui occupait, enfin les chanteurs qui étaient déjà dans le groupe, m'ont quand même pas mal boosté, et qui fait que, bon, non, sincèrement, le groupe Excellence m'a apporté énormément, vraiment énormément, et qui fait que je suis même très fier d'avoir pu faire partie de ce groupe-là. Plus jeune chez vous, est-ce qu'on écoutait de la musique ou est-ce qu'on jouait aux instruments? C'était tous les jours, monsieur. Tous les jours. Depuis l'âge de 7 à 8 ans, j'étais déjà révélé musicien. J'avais déjà construit ma première batterie moi-même. Je faisais déjà mes petits shows là, à la maison, et ça m'arrivait même d'avoir du public, hein, c'est pour vous dire. Et non, ça s'est révélé depuis mon plus jeune âge. Je savais que j'allais être musicien. Ouais. Et qui vous a transmis ce virus? Sont vos parents, les membres de la famille? Pas du tout, c'est venu comme ça. Je n'ai pas de souvenir d'avoir des parents musiciens, à part... oui, j'ai quand même Hugues Serrano, qui est quand même un très bon bassiste. Et il y avait aussi Marie-Christine Serrano, qui a quand même joué aussi avec les mécènes. Je crois que c'était l'une des premières chanteuses des mécènes. Donc c'est aussi une cuisine, donc voilà. C'est tout ce que je connais au niveau de la famille musicienne. Voilà, j'ai pas d'autres pères. D'accord, donc dans la famille, il y avait peut-être déjà un petit quelque chose, en tout cas, famille éloignée. Ça m'a atteint en tout cas. Moi, tout ce que je sais, je l'ai reçu. Et puis en 2003, vous allez sortir votre premier titre, L'amour béni, que vous avez écrit, composé vous-même. Vous êtes bien renseigné, oui, effectivement. Oui, exactement, L'amour béni. Ça remonte, ça, mon Dieu, 2003, oui, effectivement. Donc c'est un single qui a été proposé par Charles-Alfred Martelly, à laquelle effectivement j'ai fait partie, oui. Et puis c'est comme si cela vous manquait, puisque vous allez revenir à nouveau dans un nouveau groupe, qui est le groupe Panga, cette fois-ci, toujours comme chanteur? Toujours comme chanteur, et en plus, ce qui était bizarre à l'époque, c'est qu'au moment où je rentre dans Panga,
on m'appelle dans les mécènes. Voilà, donc j'ai quand même alterné avec les deux, Panga et mécène en même temps. Oui, puisque la même année, en 2004, vous intégrez les mécènes. Oui, j'ai intégré le groupe des mécènes en 2004, ouais, exactement. Alors, plus de 20 ans depuis que vous avez rejoint ce groupe mythique. Qu'est-ce qui a changé à vos yeux? Ah, beaucoup de choses, parce que déjà, c'est plus les mêmes musiciens. Parce que quand je suis rentré, il y avait encore Clara au chant, hein, c'est la seule chanteuse d'ailleurs. Clara, Mino, Marie-Rose. On a changé pas mal, hein. Il y avait aussi Jacques Sainte-Rose qui était encore là. Et tous ces gens-là ne sont plus là. Donc le groupe s'est carrément rajeuni, hein, de beaucoup. Donc ils sont quelques-uns encore qui forment encore le socle, même des mécènes, quoi. Dont vous faites partie. Exactement. Oui, j'ai plus de 20 ans maintenant. Alors c'est vrai que les mécènes étaient associés pendant des années à Paulina, à Carrefour Paulina. Le départ du groupe pour beaucoup a été peut-être une surprise, mais en tout cas a causé, les a rendus quelque part un peu malheureux. Est-ce que vous pouvez peut-être rapidement nous expliquer les raisons de ce départ? Pourquoi vous avez quitté le Carrefour Paulina? Alors déjà, je tiens à apporter une grande rectification. Il n'y a pas eu de départ de chez Paulina. Nous y étions contraints. Parce qu'il s'était passé une chose auquel la famille Sinaï a pris une décision qui ne nous appartenait pas. Donc ça s'est passé, je crois, en 2019. C'est là qu'ils ont décidé de fermer les portes. Et ça n'a pas été établi avec nous. Donc, surtout que Carrefour Paulina a été mis en œuvre entièrement par les mécènes. Hein, à l'époque, avec le feu Bernard, qui était quand même le chanteur leader du groupe. Et on a trouvé ça quand même très... en tout cas, nous, ça nous a beaucoup, très affecté même, parce qu'on ne savait pas quoi faire. Et c'est vraiment en catimini qu'on a trouvé une alternative. Et on a tout fait quand même, hein, pour pouvoir trouver le moyen de raisonner Madame Sinaï pour pouvoir ouvrir, même si c'est pas eux qui tenaient la boîte durant l'année où ils tenaient réellement à fermer. On voulait nous-mêmes personnellement prendre les choses en main. On a tout fait, le président du groupe a tout fait, essayer de se munir de tous les documents nécessaires pour pouvoir faire l'ouverture. Malgré ça, ça n'a pas quand même convaincu, qui fait qu'on s'est retrouvé à chercher un autre endroit. Et c'est là qu'on s'est retrouvé en dehors de l'établissement de Sinaï. On ne va pas revenir sur le passé. Ce qu'on peut dire, c'est que le public vous a quand même suivi. C'est une chance. Je ne sais pas si c'est une chance, si c'est honorable de notre part, puisque bon, c'est vrai. Ils nous ont suivis, ils ont quand même joué le jeu. Et ça a beaucoup fait espérer, puisque on est tombé quand même, on avait quand même été dans un endroit qui n'avait encore jamais connu de bal Paris masqué, hein, arrivé au prog, surtout que la sonorité là-bas n'est pas évidente. Donc on a tout mis en œuvre et c'est vrai que nos fanatiques nous ont suivis. Et c'est ce qui prouvait qu'effectivement le groupe avait quand même un sacré groupe de fans qui le suivaient, quoi. Cette aventure aussi, malheureusement, qui va s'arrêter. Et là aussi, il a fallu se trouver d'autres alternatives, trouver d'autres solutions. Oui, c'est toute la décadence, hein, qui suit, puisque bon, c'est vrai que ça aurait pu prendre fin, mais finalement non. C'est vrai qu'on était finalement sous contrat avec M. Assidi Clausel, qui nous avait quand même, c'est avec lui que nous sommes allés au prog. Donc c'est vrai qu'au départ avec lui, il y avait déjà eu une promesse déjà de projet, comme quoi il allait ouvrir son dancing. Ça a traîné, puisqu'après est arrivé le Covid. Bon, on a passé le Covid. 2022, il fallait quand même trouver un endroit. On s'est trouvé à ce moment-là au Grand Blanc, sur notre propre moyen, puisque Acide ne nous a pas suivis. Et c'est en 2023 qu'on a repris avec Acide. Et c'est encore reparti parce qu'en fait, le lieu où il avait décidé de nous mettre ne convenait pas du tout aux carnavaliers. Même nous, on était quand même sceptiques, puisque même moi, j'ai trouvé quand même que l'endroit ne s'y apprêtait pas du tout. Surtout que c'était super clos, quoi. C'était vraiment clos. Je lui en ai même fait la remarque, je me rappelle. Bon,
On ne va pas revenir sur tout ce qui s'est passé, mais en tout cas, les choses se sont passées d'une manière très 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 négative sur cette année-là. On a perdu une clientèle folle. Hein, je me demandais même est-ce qu'on allait s'en remettre. Et c'est pourquoi cette année, on a décidé de faire autrement. Ouais. Le carnaval se termine. Alors quel bilan peut-on dresser de cette première année, le fait d'avoir joué dans cette nouvelle salle? On va dire que c'était juste une question de résistance. C'était de la résistance. Voilà. On ne va pas parler ni d'autre chose, c'était réellement de la résistance, de manière à pouvoir contenir ceux qui croient, qui nous ont fait confiance jusqu'à aujourd'hui. Et je pense quand même qu'ils ont été satisfaits de ça. Voilà. Le challenge pour vous, c'était d'avoir un endroit où jouer? Absolument, c'était ça. Oui. Alors Renato Decater, c'est également des duos avec Orlan Jadfar. Le premier qui me vient en tête. Mouam Moufam. Ouais, je crois que c'est le titre de l'album en plus. Ouais. C'est ça. Ouais. Alors comment s'est passé ce duo? J'ai eu l'appel d'Orlan. C'est vrai qu'elle a mûri l'idée. Bon, j'ai adhéré puisque il est difficile de ne pas adhérer avec Orlan parce qu'Orlan a quand même cette poigne-là de pouvoir motiver une troupe. Elle le fait jusqu'à aujourd'hui bien d'ailleurs, puisque c'est la seule femme qui est chef d'orchestre et qui a son groupe à elle. Et son projet m'a plu, surtout que j'avais pas de choses en place, donc j'ai adhéré. Puis ça a donné ça, et jusqu'à aujourd'hui, je crois qu'elle aime beaucoup ce titre d'ailleurs. Ouais. Et vous avez chanté également avec Ariel Balthazar? Exactement, oui, tout à fait. Donc au départ de Clara, il fallait trouver la chanteuse qui pouvait faire le poids. Et je dis dans tous les sens du terme. Hein. Je parle caricature, tout. Et Ariel remplissait réellement les critères. Donc elle a quand même fait partie des mécènes durant 2 ou 3 années, je crois. Ouais. Et vous avez écrit plusieurs chansons, en tout cas moi il y en a une qui me vient en tête, c'est 50 centimes, qui continue à être reprise encore par d'autres groupes. C'est un de vos plus gros tubes, non? En fait, déjà ça n'a pas été écrit par moi, donc ça a été écrit par monsieur Mécène Fortuné. Et c'est vrai que c'était une chanson d'actualité en fait. C'était où il y avait l'augmentation d'essence et tout. Et c'est vrai que beaucoup de personnes m'ont conseillé de reprendre ce titre-là. Bon, je ne trouvais pas trop sa place parce que comme c'était une chanson quand même qui était marquée par une actualité. Mais c'est vrai que quand on réfléchit, c'est vrai qu'il n'y a pas... Je ne vois pas pourquoi je n'ai pas opté pour la reprendre, mais ça a tellement été demandé que je pense que ça va figurer dans le répertoire 2025. Ouais. Est-ce que c'est facile, à l'instar de Tabou Combo ou Kassav, de mener 2 vies en parallèle, l'appartenance au groupe, les mécènes, et de l'autre côté mener sa carrière en solo? Non, c'est d'une simplicité, hein, quand on aime ce qu'on fait. J'ai 2 métiers où je porte de l'amour sincèrement. Donc non, j'ai aucun souci à associer les deux, non. Bien au contraire, les deux me font de moi ce que je suis. Voilà. Et un de vos derniers titres, c'est Tradition. Là aussi, c'est d'actualité, puisque cette chanson porte sur l'épiphanie. Exactement, et surtout aussi sur le Touloulou. Son pouvoir et la beauté de ce bal-là qui est mené par le Touloulou, que j'aurais voulu quand même qu'on maintienne précieusement, puisque j'entends tellement parler d'une future... peut-être que ça va s'arrêter, vu comment les Touloulous délaissent un peu le bal Paris masqué, puisqu'il y a beaucoup de soirées non masquées. Donc j'ai fait tout ça pour montrer effectivement la beauté de ce soir-là, qui est inévitable. C'est ce qui fait de notre carnaval ce charme-là, quoi. Voilà. Vous vous interrogez aussi à travers cette chanson sur le passage au fait du carnaval à l'épiphanie. Comment vit-on cette transition? Oui, tout à fait. Ça part de la galette. Ça part de la galette et jusqu'à arriver au bal du samedi soir. Avec la galette en famille et puis comment on se prépare pour pouvoir aborder le samedi soir avec nos Touloulous. Voilà. Et Renato Decater, c'est pas que de la musique, hein. J'ai vu que vous aviez exercé, ou que vous exercez peut-être encore aujourd'hui, le métier de coiffeur. C'est mon métier, c'est ma profession, ouais, voilà. Donc j'ai été à l'école, ça me fait, je sais plus maintenant, plus de 25 ans en tout cas. Ouais. Voilà, ouais. C'est une véritable passion, le fait de coiffer, de rendre les gens jolis, beaux,
élégant. C'est un métier passionnel et c'est un métier important de remettre à niveau chaque personnalité, sans moi. Comment vous faites pour ressembler à qui vous êtes? Vous êtes obligé de passer par moi. Ça m'amuse, mais bon, c'est vrai que c'est la vérité en plus. Et avant de nous quitter, Renato Decater, j'aimerais quand même que l'on évoque ce titre, Amour d'un nègre. Parlez un petit peu dans quel contexte il a été écrit. Je ne sais pas si c'est vous qui l'avez écrit. Ah non, pas du tout. Donc c'est vrai que là, vous me posez la question, j'avais le nom, je me suis trimballé avec le nom pas mal de temps. C'est vrai que personne ne me posait plus la question, donc je sais que ça a été écrit par un Guadeloupéen. Mais cette chanson-là a été proposée par le batteur du groupe. Il a dit qu'il voulait absolument mettre cette chanson-là en mazurka. Et quand il m'a demandé de fredonner le premier couplet, on a compris que effectivement ça pouvait le faire. Donc je me suis mis à travailler le refrain, parce qu'il n'y avait pas de refrain dans L'Amour d'un nègre. Et puis toute la partie musicale, l'intro et tout ça, on a travaillé ensemble. Et L'Amour d'un nègre, c'est un texte qui me touche énormément parce que c'est un texte qui a beaucoup de vérité et qui a été très mal compris par certains. Parce que beaucoup de personnes se sont penchées sur le fait qu'il parlait uniquement de sa couleur en fait. Ils n'ont jamais compris que il se questionnait, justement, je parle du texte, hein, pour je puisse éclairer certains qui n'ont pas eu l'occasion réellement de traiter le texte comme il fallait et de tirer la compréhension qu'il fallait là-dedans. En fait, c'est son désespoir qui lui a poussé à dire « Est-ce que c'est parce qu'il est noir qui fait qu'il ne trouve pas l'amour ?» Mais en aucun cas, il s'est dit que parce qu'il est noir, il ne trouvait pas l'amour. C'est pas ça. C'était des questions qui se posaient. Et quand ils ont entendu que, même dans le texte qui dit que s'il fallait se peindre, alors ils se disent tout de suite qu'il allait se peindre en blanc. Mais il n'a pas dit qu'il allait se peindre en blanc. Il allait se peindre en beau garçon. C'est comme ça que j'essaie de rectifier toutes ces données-là pour certains qui n'ont pas compris. Cette chanson-là, elle est vraiment magnifique. Et moi, je félicite l'auteur parce qu'elle est d'actualité jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Voilà. Alors, pour parler de l'avenir des mécènes, de votre évolution aussi au sein du groupe des mécènes, ça fait quand même 20 ans que vous êtes au sein de cette formation musicale. Généralement, quand on fait partie d'une structure, on espère évoluer, on a l'ambition d'occuper d'autres fonctions, d'autres postes. Comment voyez-vous au sein de ce groupe? Est-ce que vous pensez peut-être continuer à chanter, mais tout en jouant un instrument, revenir à la batterie? Comment vous voyez évoluer au sein des mécènes? Non, je ne quitterai pas mon poste de chanteur jusqu'à ce que j'en peux plus. Vous pouvez faire les deux en même temps, on le voit dans d'autres groupes, jouer à la batterie et chanter en même temps ou jouer à un autre instrument. Sincèrement, monsieur, le groupe est doté déjà de 2 batteurs. S'il faut en rajouter un 3e, je ne sais pas. Non, ce n'est pas nécessaire. On est très bien à nos postes et tout se passe convenablement. Et surtout que ça forme une très grande famille. Et aujourd'hui, on a une cohésion qui est magnifique. Et d'ailleurs, je félicite tous les gars pour cette année qui ont fait un travail formidable pour ce groupe-là. Voilà. Alors ça, c'est votre avenir au sein des mécènes. Mais s'agissant des mécènes, du groupe lui-même, là, il y a un ballottement. Le groupe vient de passer par quelques difficultés au niveau logistique. On a l'impression que vous cherchez une certaine stabilité. Est-ce que vous avez une certaine inquiétude par rapport à l'avenir à moyen terme concernant les mécènes? Parce qu'il y a quand même eu on va dire une concurrence entre les Blue Stars et les mécènes. Aujourd'hui, on a l'impression que les Blue Stars sont loin devant et les mécènes loin derrière. Alors, je vais donner un sens au mot perception. Ce n'est pas la vérité. Perception ne veut pas dire la vérité du tout. Je n'ai pas à me justifier pour dire que je suis loin derrière ou alors que les Blue Stars soient devant pas. Ce que je sais, c'est que les Blue Stars occupent une salle auquel nous avons quand même mis plus de 23 ans. Je suppose que c'était un rêve pour eux. Tant mieux s'ils y sont. Et je les encourage d'ailleurs à performer encore, si c'est possible pour eux. Mais le groupe des mécènes n'ont pas du tout d'inquiétude. Puisqu'il faut savoir, monsieur, que le groupe des mécènes porte l'héritage de ce que nous vivons aujourd'hui dans le carnaval. Nous avons créé le Piquet Juke. Et de ce fait, je ne peux pas me retrouver à cet héritage-là est tellement lourd de passion,
d'évolution Bernard n'a pas laissé un petit paquet sur le dos des mécènes. Il nous a laissé un gros paquet. Et pour que je puisse voir aujourd'hui que ça puisse apporter autant de merveilles pour ce public aujourd'hui qui nous suit, qui est large maintenant, puisque on a eu des débuts assez difficiles. On ne pouvait pas jouer nos musiques tout le temps, parce que on était toujours critiqués. Il fallait jouer uniquement durant la période. Aujourd'hui, on a bien vu que la musique s'est démocratisée. Et tout ça, c'est dû quand même à toute l'évolution de ce carnaval-là. Donc, dire que les mécènes aujourd'hui est loin derrière et que les Blue Stars sont devant, non. C'est juste une perception. En tout cas, je suis sûr que ce n'est pas la vérité. Le public s'impatiente de retrouver les mécènes qu'il a connus il y a quelques années. Est-ce que vous pouvez nous rassurer que d'ici 2, 3, 4 ans, vous allez retrouver justement ce niveau que vous occupiez au fait? Qu'est-ce que vous appelez niveau? Vous remplissiez des salles, il y avait énormément de personnes qui se déplaçaient, qui venaient vous voir, il y avait un véritable succès. J'essaie de comprendre un peu la question, parce que j'ai pensé que vous parliez soit de public ou soit de niveau musical. Public, mais on l'a démontré. On l'a démontré en 2021, en 2020, au Prog. Plus de 3000 à 4000 personnes, d'accord? Il y avait encore les Blue Stars chez Nana, hein, ça n'a pas gêné du tout. Donc je pense qu'aujourd'hui, la chose qui pose problème au groupe des mécènes, c'est une salle. C'est pas ni son niveau musical, ni sa réputation, point de vue public, ça n'a rien à voir. C'est juste une question de salle. Et ça va être réglé en 2025, je le promets, à tous ceux qui veulent entendre. Les mécènes ne se trouveront plus dans cet état-là. Vous avez déjà peut-être des pistes? Vous serez tenu informé en temps et en heure. Renato Decater, merci. Je vous en prie. Retrouvez votre nouvelle émission Focus. 30 minutes pour mieux comprendre l'actualité en Guyane et découvrir les acteurs de notre territoire. Focus, c'est du lundi au vendredi, première diffusion à 8h30, puis rediffusée à 13h10 et 19h10. Focus, votre nouveau rendez-vous sur Radio Mayuri.